ANEB, le balado d'aide aux proches, vous est offert en collaboration avec ANEB et le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission de garantir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d'un trouble alimentaire et leurs proches depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azisto et je suis l'animatrice du balado d'ANEB pour l'aide aux proches et maman d'une jeune femme qui souffre d'un trouble alimentaire. Tout au long de la série, en compagnie de Josée Champagne, directrice générale d'ANEB, nous recevons des spécialistes des troubles alimentaires. Nous recueillerons des témoignages et partagerons des outils dans le but premier de soutenir les proches. En comprenant mieux la maladie et ses enjeux, les proches seront plus aptes à soutenir la personne atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. Dans cet épisode, on s'intéresse à un sujet souvent méconnu, mais pourtant très présent, la relation entre le sport de haut niveau et les troubles alimentaires. Le sport est un milieu où la rigueur, la performance et le contrôle sont valorisés. Mais ces mêmes valeurs peuvent glisser vers des comportements à risque, surtout quand l'image corporelle et la réussite sont au centre de nos priorités. Pour les proches, il n'est pas toujours facile de reconnaître les signes ou de savoir comment soutenir un athlète en difficulté. La frontière entre l'engagement sain et la souffrance est souvent mince. En compagnie d'Alexia Demacar et Catherine Beauchemin-Pinard, nous allons explorer ces réalités puisque nos invités connaissent bien ce milieu. Ensemble, nous verrons comment il est possible de soutenir les athlètes autrement, de parler de performance sans perdre de vue la santé et l'équilibre. Alexia Demacar est diététiste nutritionniste depuis 2005 et docteur en nutrition sportive. Elle cumule près de 20 ans d'expérience dans les milieux sportifs et artistiques de haut niveau. Son expertise lui a permis de développer une compréhension unique des enjeux liés à la performance. Elle collabore avec l'Institut national du sport du Québec, des fédérations sportives nationales, le Cirque du Soleil et l'École supérieure de ballet du Québec. Elle est également cofondatrice d'éducation Dare to Fuel Performance, une organisation qui est dédiée à l'éducation et au soutien des professionnels du sport et de la santé pour l'identification, l'intervention et la gestion des troubles alimentaires chez les athlètes et les artistes. Catherine Beauchemin-Pinard est une judoka canadienne renommée. Après avoir remporté l'or à son premier Grand Prix et Grand Chelem senior en 2014, elle s'est classée 5e au championnat du monde senior en 2015. Elle a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et a décroché la médaille de bronze aux Jeux de Tokyo en 2021 dans la catégorie des moins de 63 kg. En 2022, elle a obtenu l'or aux Jeux du Commonwealth et l'argent aux championnats du monde, ce qui l'a propulsée vers les Jeux de Paris en 2024, où elle est actuellement numéro 1 mondial et olympique. Titulaire d'un bac en administration des affaires, Catherine s'engage auprès des jeunes et promeut le sport. Elle collabore avec ANEB Québec, notamment avec la campagne Abat les TA, et elle offre des cliniques de judo et des conférences scolaires à travers le pays. Salut Catherine, salut Alexia, salut Josée. Vraiment contente qu'on va avoir la discussion aujourd'hui. Une discussion de quelque chose qu'on parle plus souvent, hein? La relation avec le sport de haut niveau, le corps, l'alimentation. Sujet, il y a beaucoup de choses à couvrir, mais avant, je voudrais commencer avec vous. Vous vous connaissez comment, Alexia et Catherine? Vous avez même travaillé ensemble. Oui, en effet, on a travaillé ensemble. Ça fait déjà quelques années. On travaille plus ensemble aujourd'hui. Je pense que je suis capable un peu de voler de mes propres ailes puis de prendre des décisions éclairées avec tous les outils que Alexia et Jody m'ont fournis durant que je travaillais avec eux. Ça a commencé, en fait, quand j'étais dans le sport de judo, puis je fais encore du judo aujourd'hui. En fait, j'avais besoin d'une nutritionniste. J'en avais déjà une dans le temps, mais j'avais le goût de voir différentes options, différents points de vue sur ma carrière et comment gérer mon poids pour mieux performer au haut niveau. T'étais à quel âge à peu près à ce moment-là? À ce moment-là, 19 ans, 20 ans peut-être. Plus 20 ans. Puis, à ton niveau, je veux dire, pas mal tous les athlètes, une nutritionniste, d'avoir quelqu'un, c'est pas mal assez fréquent. Là. Oui. C'est pas mal la norme, non? Oui, oui. Okay. Je travaillais déjà avec quelqu'un avant, mais justement, j'avais le goût de voir différentes options, différents points de vue. C'est là que vous avez commencé votre relation de travail. Toi, c'était pour la préparer pour les Jeux 2016. Oui, c'est ça. En fait, je faisais partie d'un programme qui s'appelle B210,
puis qui finançait justement pour m'aider à mieux me préparer pour les Jeux, pour essayer de décrocher une médaille en 2016. Donc, Alexa faisait partie de ce programme-là. Puis c'est comme ça que ça a été financé pour moi, puis qu'on a commencé à travailler ensemble. On va en parler. Justement, tu l'as apporté le sujet, Josée, de la catégorie de poids. Ouais. Puis pourquoi la catégorie de poids, dans notre contexte à nous, là, on parle quand même de troubles alimentaires, ça peut être dangereux. On le dit en partant, tu mets le poids au centre de la discussion. Ouais. Puis tu n'as pas le choix, c'est une réalité de plusieurs sports de haut niveau. Comment? Donc, parle-nous un peu de ton parcours, parce que toi, c'est un changement de catégorie de poids qui a tout changé pour toi. Pour le mieux, en fait. Oui. Changer pour le mieux. Oui, pour le mieux, on le précise. Tu vois, c'est ça a été bon pour toi Ouais. de prendre une catégorie de poids supérieure. Mais tu sais, c'est toujours... faut le prendre dans son contexte, puis aussi selon ton corps, comment il évolue. Tu sais, moi, mes problèmes alimentaires ont commencé bien avant que je commence à travailler avec Alexia. En fait, quand j'étais au secondaire, j'ai fait de la boulimie. Puis dû, en fait, aux catégories de poids, c'est les premières années que j'ai dû commencer à perdre du poids pour le judo. J'avais, je sais pas, 15 ans, quand j'ai commencé à devoir gérer mon poids, parce que justement, j'avais commencé l'année en faisant les 57 kilos, puis je faisais 56, admettons. C'était vraiment facile au début de l'année, ou proche de 57. Mais là, tu es en transformation, ton C'est corps, tu ça. es en puberté. Oui. Puis là, durant l'année, ça a commencé de plus en plus difficile de faire le poids. Puis là, tu sais, veux pas, il y a beaucoup de personnes autour de toi qui gravitent, qui commencent à donner des conseils, qui sont peut-être pas toujours les bons. Fait que là, tu sentais une pression? C'est clair que je sentais une pression de « Ah, il faut que je maintienne mon poids bas. » Donc, tu sais, j'avais mon coach qui me disait « Ah, il faut que tu évites toutes les pain, patates, pâtes. Tu sais, il faut que tu élimines tout ça de ton alimentation quand tu veux perdre du poids. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un genre de conseil que tu donnerais pour un athlète? Évidemment pas. On sait les glucides, c'est nos meilleurs amis. J'espérais que tu me répondes non. Donc, des fois, c'est des conseils à la va-vite qui fait que tu sais, j'éliminais toutes les P, mais après ça, j'arrivais à l'entraînement fatiguée, de la misère à m'entraîner. Puis ça fait que à la fin de la journée, tu as de la misère à perdre ton poids parce que tu n'as plus d'énergie. Puis j'avais aussi mon père qui voulait vraiment m'aider. Fait que là, il me faisait mes diètes, il contrôlait un peu qu'est-ce que je mangeais. Puis tu sais, ça venait vraiment D'une bonne place. d'une bonne place, c'est ça. Ouais, hein, Tu sais, la part du souvent le monde cas. donne des conseils, mais ça vient d'une bonne place, mais ils sont juste pas équipés pour comprendre tout l'aspect de la perte de poids puis les dangers reliés aux pertes de poids qui peut amener aux problèmes C'est alimentaires. tellement important parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent Oui, nutritionnistes ou tu sais, j'ai vu ça sur TikTok. c'est ça. Et c'est un diplôme complet et de l'expérience de travail. C'est une science et tu peux pas dire n'importe quoi. Il y a des impacts réels. Ouais. Puis ce que j'entends dans ce que tu me dis, Catherine, c'est que finalement, tout le discours autour du poids et de la nourriture chez toi, ça a pris toute la place. Puis je peux Ouais. comprendre là, comment ça a pu s'installer parce que tu es à un âge fragile, là, tu entends diète de ci, coupe ça, poids, ça devait. Comment tu l'as vécu, là? Parce que à ce moment-là, là, tu me dis que tu es au début du trouble alimentaire. Là, Ben, tu sais, justement, à ce moment-là, je commençais à faire de la boulimie pour, justement, pas nécessairement pour la façon que j'avais l'air. C'était pas pour ton apparence. Non, c'est ça. Ouais. C'était parce que je savais que si mon poids était bas sur la balance, mais j'avais moins de personnes qui allaient venir intervenir sur comment je mangeais, qui allaient me poser des questions, qui allaient dire « Ah, t'as-tu perdu ton poids? » Fait que c'était une façon pour moi de contrôler mon poids puis de pouvoir manger qu'est-ce que je voulais. Contrôle. Ouais. Puis, est-ce que tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct à ce moment-là? T'étais-tu Oui. consciente qu'il y avait... J'en étais consciente, mais j'avais de la misère. Moi, dans la vie, il faut que je vois les faits, puis je vois les conséquences, puis que quelqu'un me l'explique. Puis j'avais de la misère à comprendre c'est quoi les conséquences réelles de la boulimie. Dans ma tête, c'est in, out. c'est pas une belle façon de le dire, mais dans ce temps-là, ça a le bénéfice d'être clair. ça. Ouais. Mhm. Puis je me disais, ben si ça rentre pas tout, ben je vais être moins lourde à la fin de la journée. Puis finalement, ça a été pris en charge assez rapidement. Je n'étais pas très subtile, dans le sens que j'en parlais quasiment ouvertement. Ça te faisait-tu sentir de la détresse? Parce que tu dis que tu réalisais pas nécessairement toutes les conséquences qui étaient liées à ça. Je sais pas. Quand t'es jeune, tu réfléchis pas à tout non plus. Puis de toutes tes actions, des fois, t'es plus dans le agir que dans le penser. Puis là, avec du recul, je vois bien que c'était pas ma meilleure décision. Et ça a quand même été pris en charge rapidement.
Puis ils m'ont fait monter de catégorie de poids dès qu'ils ont su que je faisais de la boulimie. OK, donc tu as eu des interventions Oui. positives. Il y a quelqu'un qui a dit ça marche pas, là. Ça marche pas, puis tu changes de catégorie de poids. Est-ce que ça aurait pu être fait avec un peu plus de douceur ou d'approche, peut-être, dans ce temps-là, mais ça a quand même réglé une partie du problème. Et éventuellement, avec le temps, j'étais quand même pas assez lourde pour la catégorie au-dessus. Fait que, étant plus vieille et plus mature, j'ai redescendu chez 57 kilos. Je pense que c'était la bonne décision à faire. Dans ce temps-là, mon poids était pas assez... J'étais pas assez lourde pour la catégorie au-dessus. Et le fait de redescendre m'a permis de me sélectionner pour le jeu de 2016. Ça allait bien. Mais après ça, c'était plus l'approche de les diètes yo-yo Oui. qui a vraiment mis un clou dans le cercueil, je pense. OK, donc à ce moment-là, il y a eu une prise en charge. Ça a réglé en partie le problème, mais pas tout. Là, ce que tu dis, c'est que là, il y a eu un début de cycle de diète yo-yo. Ouais. Ça, malheureusement, ça n'existe pas juste dans le sport de haut niveau. Et là, toi, tu dis que ça a mis le clou dans le cercueil, dans le sens que là, le trouble alimentaire s'est installé solide. Oui. En fait, au début, c'est vraiment subtil. Puis c'est aussi dans les sports de catégorie de poids, il y a beaucoup de choses que le monde font qui sont des problèmes alimentaires, mais qui sont considérées normales. Comme? Justement, des diètes extrêmes. Oui. Comme t'entends du monde qui boit pas d'eau, qui boit pas pendant... Ça, c'est... Je veux pas dire que c'est correct, mais ça fait partie de faire le poids pour un sport de catégorie de poids. Je pense une déshydratation, puis j'en parle dans mon livre, puis il y a pas beaucoup de monde qui en parle ouvertement. Oui. On va en parler de ton livre 2 secondes, juste... OK, je te laisse finir sur ce point-là, mais j'aimerais ça qu'on va présenter ton livre. Oui. Les déshydratations, pour un sport à catégorie de poids, c'est dur à ne pas faire parce qu'il faut que tu pèses un poids à une heure précise, une journée précise. Puis justement, un poids, ça se contrôle pas nécessairement au gramme près. À une heure précise. À une heure précise, si tu contrôles pas l'eau à un certain moment. OK. Donc, ça, mais ça doit être sur une très courte période. Oui, c'est ça, très courte période. Puis la quantité que tu déshydrates aussi. Je comprends. Je pense qu'il y a des études, je ne me souviens plus exactement des chiffres, là, mais j'en parle aussi dans mon livre. Il y a des études qui disent comme après un certain pourcentage de niveau de dhydratation, mais là, ça affecte ta performance. Fait qu'il y a comme un niveau d'hydratation qui est considéré correct dans ces circonstances-là. Là, après ça, si tu fais pas de sport à catégorie de poids puis tu n'as pas besoin de perdre ton poids, tu ne devrais pas te déshydrater. Là. Mais tu sais, c'est vraiment des circonstances un peu plus uniques au sport à catégorie de poids, la déshydratation. Puis je pense que il faut plus en parler, justement, pour outiller les jeunes à bien la faire. Parce que, justement, il y a beaucoup de monde qui se prennent des fois une semaine d'avance puis ils jouent sur leur eau, leur déshydratation, une semaine avant la pesée. Encore une fois, tu ne peux pas t'improviser Puis en même temps, est-ce que ça vous... Toi, tu es une athlète olympique, là. Il ne faut pas commencer à te déshydrater quand tu es à un niveau, j'imagine. Ça ne doit pas toujours être nécessaire de faire ce genre de mesures-là. Justement, il y a du monde qui commence très jeune. Puis je sais pas, toi, c'est avec tes clients, t'en vois beaucoup de ça. Quand ils seraient jeunes à jouer justement sur l'alimentation, leur poids, quand leur objectif, quand t'es jeune, ça devrait de bâtir une alimentation de performance pour avoir cette énergie, pour bâtir tes qualités athlétiques. Puis ça m'amène juste à un point aussi. Toi, en fait, tu as une belle histoire, je trouve, parce que quand tu as changé de catégorie de poids, je pense que tes performances, dans le fond, en prenant plus de poids, plus de masse, tu es devenue plus forte. Puis ça a été bon pour ta carrière d'athlète. En fait, je l'ai dit beaucoup que si j'aurais resté 57 kilos, j'aurais arrêté le sport. Tu n'aurais pas une médaille olympique aujourd'hui. J'aurais pas une médaille olympique, puis j'aurais arrêté le sport avec une mauvaise relation avec la nourriture, puis une mauvaise relation avec le sport qui aurait été teintée à cause de mes problèmes alimentaires. Et ça aurait été juste triste d'arrêter le sport juste à cause du poids. Parce que je fais pas du sport, tu fais pas un sport à cause d'un poids, tu fais un sport parce que t'aimes le sport à la base. Fait que c'est vrai. Oui, Alexia? Non, j'allais ajouter, on perd malheureusement d'excellents athlètes à cause de troubles alimentaires. Puis ça, tu sais, c'est pas répertorié nulle part, mais il y a énormément d'athlètes qui prennent leur retraite de façon hâtive, justement parce qu'ils sont plus capables de gérer cette préoccupation-là. J'ai des frissons quand tu me dis ça. Je suis pas surprise, mais je suis très attristée. Parce que, encore une fois, est-ce que l'impact sévère des troubles alimentaires? Puis je t'écoute, Catherine, puis dans le fond, ce que tu dis, Alexia, c'est sûr, ça doit être une évidence. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir peut-être un moment eureka ou d'être bien entouré, les bonnes interventions, aurait pu avoir une carrière incroyable, mais ils sont pris avec un trouble alimentaire
qui les parce que le trouble alimentaire, ce que ça doit t'enlever, c'est que tu t'es fatigué. Ouais. Hein? Tu peux-tu nous en parler? Parce que moi, j'ai pas été athlète olympique. Donc, toi, là, c'était quoi les impacts, justement, de cette mauvaise relation-là aussi avec la nourriture? Je dirais qu'avant les Jeux de 2016, ça allait quand même bien, mais j'avais des petits moments que ça allait moins bien. Tu sais, je faisais des diètes un peu plus extrêmes. Puis quand j'ai commencé à travailler avec Alexis, justement, on a réglé peut-être certains points. Tu sais, j'écrivais vraiment tout ce que je mangeais. Puis je suis un peu extrême dans la vie, là. Je pense que ça s'est amélioré avec le temps. Mais tu sais, il fallait vraiment, quand je faisais sa diète, il fallait vraiment que je mange 1800 calories puis je dépasse pas d'un poil ces 1800 calories-là. Est-ce que c'est commun pour un athlète de faire ça? Parce que ça, je le sais que c'est commun pour le trouble alimentaire, Ouais. mais je me demande si c'est commun pour quelqu'un, un athlète de haut niveau. Alexia, t'as l'air Non, de mais souvent, on va dire en fait que les traits de personnalité qui font d'excellents athlètes font d'excellents troubles alimentaires aussi. C'est vrai, hein? Extrême. C'est quoi, toi, d'après toi? Ces Le traits-là, perfectionnisme, l'obsessionnalité, la capacité de suivre des règles. La très grande discipline qui est un atout. Comme je dis souvent, je le dis même avec ma fille, c'est pas caché qu'elle se bat contre l'anorexie. Quand on met tous nos talents au service de la maladie, ben c'est ça fait des bons malades. Ouais. Mais quand tous ces talents-là, quand ils sont mis au service du rétablissement puis d'une vie pleine, c'est incroyable. Tout ce que ça peut accomplir, parce qu'il y a un niveau de discipline que tu vois moins peut-être dans l'ensemble de la population. En tout cas, ça, c'est mon avis de pas experte, mais juste purement d'observation des dernières années. Mais, donc, c'est ça. Moi, un plan alimentaire, il fallait que je le suive à la lettre. Puis j'avais plus vraiment de connexion avec mon corps. Si j'avais faim, j'avais pas faim. Moi, je suis le plan alimentaire pour perdre mon poids. Et même si les journées, je m'entraînais plus, moi, mon plan me dit de manger tant de calories, c'est ça que je vais manger aujourd'hui. La déconnexion. La déconnexion de toi, ton corps, l'alimentation, c'était tout déconnecté. Fait que, ça, avant les Jeux 2016, j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus avec Alexia, de comme à trouver une certaine équilibre, je sais pas équilibre, mais comment bien manger, puis faire un peu plus confiance en mon corps. Mais je pense qu'Alexia a vraiment détecté le problème quand, après les Jeux 2016, en 2016, j'ai perdu au premier tour, ce qui a peut-être pas aidé mon problème alimentaire, dans le sens que c'est une grosse déception. Puis, veux pas, la nourriture est reliée avec tes émotions. Ouais. Donc, après cette déception-là, moi, je m'étais un peu réfugiée dans la nourriture, l'alcool, des gros abus d'alcool puis de nourriture après les Jeux. Une boulimie. Parce qu'à la boulimie, on pense que c'est juste la nourriture. C'est aussi, ça peut se répertorier dans l'alcool, le sexe. La boulimie, c'est un abus de quelque chose. Un abus de quelque chose, Une façon exactement. de gérer nos émotions. Exactement. Une façon de gérer les émotions. Donc, j'ai fait les Jeux en 57 kilos. Et après les Jeux, en fait, je pense en 2-3 mois, j'ai pris 10 kilos. Tu t'es dit, ça donne quoi à tous les efforts? C'est ça? C'est comme... mais en fait, c'est qu'avant les Jeux, je me disais tout le temps, je vais avoir le droit de manger ça après les Jeux. Je retardais tous ces petits plaisirs-là après les Jeux. Et ça a juste comme explosé avec ma contre-performance. Puis c'est là qu'Alexia a fait « Oh, il y a peut-être un petit problème ici qui est plus profond qu'on pensait avec cette prise de poids-là qui était plus grande que prévu. » Je vais revenir à ta prise de poids après. Mais toi, Alexia, comment tu fais quand tu détectes ça auprès d'un athlète? Parce que ça prend comme... Ça va au-delà. Moi, j'appelle ça, vous êtes des nutritionnistes thérapeutes. Hein? Ça va au-delà de juste la nutrition. Ouais. Il y a tout le côté psychologie. Et de là que, tu sais, la nourriture, c'est tellement plus que juste la nourriture. Parce qu'il y a tellement d'émotions liées. Et habituellement, c'est positif. Là, on parle du plaisir de manger, mais pas quand on est dans le trouble. Donc, c'est quoi ton approche là-dessus? Comment tu fais pour le voir, ça? Bien, un des points que je voulais couvrir, je pense qui est important quand on travaille avec des athlètes, c'est de réaliser que le trouble alimentaire amène beaucoup de positifs à l'athlète au départ, puis arrive souvent à une solution à une problématique. Puis je pense qu'il faut, comme intervenant, comprendre ça pour pas arriver en disant « Voyons donc, ça fait pas de sens, t'as pas d'énergie, tu manges pas, c'est pas logique. » Au contraire, il y a beaucoup d'athlètes qui ont des fois leur meilleure performance au début d'un trouble alimentaire. On connaît la lune de miel, hein, souvent, avec le début de la restriction. Puis comme je leur dis, le mur est proche, là. On va le frapper, on sait pas quand. Fait que des fois, c'est au niveau physique qu'on va frapper le mur. Des fois, c'est au niveau psychologique. La détresse, l'anxiété est trop importante. Des fois, c'est au niveau émotionnel. Mais il y en a un mur, puis chaque personne va finir par le frapper, malheureusement. Mais je pense qu'il faut avoir cette sensibilité-là aussi de comprendre que c'est pas juste
du négatif pour l'athlète. Et est-ce que tu constates beaucoup de résistance par rapport aux athlètes? En fait, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur, puis c'est en fait quand on donne des formations justement aux entraîneurs puis aux gens dans le milieu du sport, c'est de leur faire comprendre que c'est pas qu'ils veulent pas aller chercher de l'aide, c'est qu'ils ont peur de plein de choses. Perdre quelque chose, ils ont peur j'imagine de aussi, ouais. perdre leur sport, contrôle. qu'on Ben oui, arrête leur l'entraînement. Mhm. Ils ont peur qu'ils soient étiquetés. Comme il y a un trouble alimentaire, ils ont peur de décevoir. Le nombre d'athlètes qui m'ont dit que « Oh non, mais ça peut pas être ça, je vais décevoir ma famille, je vais décevoir mon entourage, etc. » OK, il y a des notions importantes. Là, ouais. Peur qu'ils ne seront plus jamais capables de performer de la même façon aussi, parce qu'on sait qu'il y a comme l'identité d'athlète là, qui est super, super importante. Puis on sait aussi qu'il y a l'identité du trouble alimentaire, puis souvent les deux vont se fusionner. Puis après ça, notre travail, c'est de les départager. les là. départager, mais souvent, Ouais. quand on les départage, beaucoup d'athlètes, en fait, vont avoir perdu leur confiance en leur capacité de pouvoir performer sans leur trouble alimentaire. Fait qu'il y a comme un réapprentissage à faire aussi par rapport à ça. Mais tu sais, Alexia, la notion de... Puis on en parle, hein, ça revient tout le temps. Parce que, surtout, nous, c'est un balado qui est pour les proches qu'on fait. Ouais. Les proches, au début, une des choses les plus confrontantes quand tu as quelqu'un que tu aimes qui est atteint d'un trouble alimentaire, c'est d'accepter qu'au début, le trouble alimentaire, il y avait une fonction. Que ça a été choisi par la personne, puis qu'elle y trouvait du positif. Ça, moi, je peux le dire en tant que proche, c'est très choquant, frustrant, confrontant. Mais une fois que tu as accepté, au lieu de rentrer dedans puis d'essayer de dire, essayer juste de dire non, il faut que tu t'en débarrasses, il n'y a rien de bon. Tu peux travailler, de dire, OK, essayer de voir justement c'est quoi que ça l'apportait, puis est-ce que c'est du vrai positif, puis comment on peut aller. Donc, tu as tout ce travail-là que tu identifies. C'est quoi le positif que j'imagine que ça t'apporte, puis on va aller travailler autour. Mais le phénomène de résistance, une fois que toutes ces peurs-là sont identifiées, comment tu fais le travail? Puis tu as donné aussi la déception. C'est la déception, je pense que ça aussi, chez les personnes sur un trouble alimentaire, il y a toujours aussi le sentiment de culpabilité par rapport à tes proches. Fait que ça aussi. Puis là, tu le dis que tu l'as chez l'athlète très, très présent. Hein? Les athlètes, vous aimez performer, vous ne voulez pas décevoir aussi. Si je peux amener qui va vraiment bien avec ce qu'Alexia a dit, c'est s'identifier avec le trouble alimentaire. Moi, je m'étais identifiée comme étant une personne qui devait peser 57 kilos. Ah, c'était Je ça ton m'étais identité. identifiée comme je vais faire. Puis après, quand j'ai perdu, mon père, il m'a dit après ma défaite, OK, Kat, c'est correct, t'as perdu au jeu, mais les prochains jeux, tu vas retourner, tu vas aller chercher ta médaille. Fait que moi, dans ma tête, je m'étais dit, parfait, jusqu'à me sélectionner une fois pour les jeux en 57 kilos, je vais être capable de le refaire une deuxième fois. OK, c'est encore le 57. Mais en 57, pas en 63. Et c'est là, puis je me souviens encore, on avait eu une rencontre, moi, Alexia, puis toute l'équipe de BT10, puis quelqu'un avait soulevé, est-ce que tu pourrais changer de catégorie de poids? Et moi, j'étais, non, je vais rester 57 kilos toute ma vie. OK, c'est ça, il y a la rigidité du trouble alimentaire. Moi, aussi. c'était C'est impossible pour moi de changer de catégorie de poids. J'étais descendue chez 57 kilos pour être capable de me sélectionner pour les Jeux. Puis là, je vais rester 57 kilos pour retourner aux Jeux et faire ma médaille. Et c'est vraiment ça qui a été dur de se séparer. Et je l'appelle l'année de mon enfer ou la descente aux enfers parce que ça a été la pire année de mon trouble alimentaire après les Jeux. Parce que moi, je voulais retourner en 57. Mais j'avais perdu de contrôle. Là, j'avais pris 10 kilos. Et ça veut dire que je pesais 67, 68 dans ce coin-là. Puis j'avais décidé de retourner 57. Et j'ai réussi, mais ça a été de peine et de misère. Ben, tu t'es fait perte de poids extrême de 10 kilos en un mois pour faire le poids. Puis c'est là qu'embarque justement les côtés vraiment négatifs. Fatigue, entraînement, j'aimais plus mon sport. Après ça, de l'anxiété d'aller au restaurant, je me souviens, c'était le numéro que je textais le plus, je pense. Je la textais, je vais manger au restaurant, j'ai envoyé le menu, qu'est-ce que je devrais manger. Tu sais, c'était vraiment lourd. Anxiogène à chaque fois. Mon copain, un soir, pauvre lui aussi, il a fait de la morue. On salue les conjoints parce que souvent, c'est des bons alliés là, pour il a fait de la morue, puis il l'a comme mal divisé dans les plats. Fait que là, ça a donné que j'ai mangé plus de morue que je pensais. Là, c'était la crise, les larmes. Je ne vais pas faire le poids. J'ai mangé trop de morue. Je déteste la morue. Je ne remangerai plus jamais de morue. Fait que, tu sais, la morue, c'est pas calorique, c'est pas gras, c'est pas... Fait que c'est à quel point j'étais déconnectée
puis à quel point ça pesait lourd sur moi mentalement. La partie que je pensais tout le temps à la nourriture, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que... il faut mon poids, qu'est-ce que je vais prendre. Oui, conséquences des restrictions. Très obsessif. Puis la seule moyen que j'ai réussi à prendre un peu... avoir une vision plus claire, si on peut dire. Mais tu sais, c'est Alexia qui avait mis en place que, OK, tu veux rester 57. Elle m'a pas forcé de monter, mais elle a dit, tu vas travailler avec une psychologue spécialisée en nutrition, qui est Jodie, avec qui elle travaille. Et en fait, tu sais, j'ai justement travaillé avec Jodie puis Alexia sur mes troubles alimentaires. Puis au début, c'est essayer de trouver être confortable en 57 kilos, puis essayer de pas développer plus de troubles alimentaires qu'il y avait déjà là. Mais mon coach, ce qui était bien, il était très ouvert à ce que je change de calories de poids. C'est vraiment moi qui voulais pas changer, qui avait peur du changement. J'avais peur de, justement, c'est quand même beaucoup de challenges, de défis, changer une calorie de poids. Mais justement, comment ils ont arrivé, puis je vois, tu sais, Alexia qui opine, comment vous avez arrivé, toi, à accepter ce changement de catégorie-là et de te départager de... T'es pas une 57 kilos, là. Ouais. Comment ce travail-là s'est fait? C'est vraiment... Tu sais, on avait mis tout un système, mais ouvert. Tu sais, j'avais accordé à ma psychologue qu'elle parle avec mon coach, qu'elle parle avec Alexia, qu'il y ait une communication avec tout le monde, vraiment un travail d'équipe. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai dit à la psychologue? C'est pas nécessairement ce qui est vrai dans la réalité. Je veux pas dire que je mentais, mais... Non, mais t'étais déformée avec... Oui, t'avais tes lunettes de troubles alimentaires aussi qui te rendent pas toujours service. Fait que Jodie, elle allait se renseigner un peu à mon coach, savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'au début, elle pensait comme, OK, elle va performer en 57. Mais à un moment donné, elle a posé la question, toi, qu'est-ce que t'en penses si elle monte 63? Parce qu'elle serait capable de performer. Puis mon coach a dit, oui, je suis sûre qu'elle deviendrait plus forte, elle aurait plus d'énergie. Tu sais, moi, je voudrais qu'elle monte 63 kilos. Puis il y avait beaucoup de monde dans le judo qui était comme, oui, tu serais capable de performer. Puis c'est quand elle a entendu ça qu'elle a fait, OK, peut-être qu'il faudrait qu'on sorte une conversation. Okay, c'est là que... Mais dans le fond, ce travail d'équipe-là est nécessaire. Ouais. J'imagine que Alexia, vous travaillez étroitement avec les coachs. Puis... On sait que les coachs, ça vient toujours d'une bonne place. Il y a des très, très bons coachs, mais il y a un gros travail d'éducation. Est-ce que je me trompe quand je dis ça au niveau du sport de haut niveau par rapport à toute la mentalité de coaching? Parce que des fois, un commentaire ou une approche, surtout chez quelqu'un qui est en vulnérabilité, qui a un moment de vulnérabilité ou jeune, ça peut être un coach, là, c'est comme un dieu pour un athlète. Là, ça peut être désastreux s'ils n'ont pas la bonne approche. Est-ce que je me trompe? Ouais. Tout à fait. Bien, je vais peut-être répondre à la question précédente, dans le fond. Changer de catégorie de poids, c'est pas facile, surtout au niveau, en fait, olympique. Puis on parle de 57 à 63. C'est pas, dans le fond, juste de pouvoir peser en bas de 63, c'est d'être le plus proche possible de 63, ou souvent être à 64, 65, dans le fond, à l'entraînement, puis de pouvoir diminuer un peu pour la peser, parce que elle se bat contre des adversaires beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts. Puis c'est dangereux s'ils n'ont pas un poids qui correspond, pas à leur catégorie de poids. Puis corrige-moi si je me trompe, mais en voulant dire, c'est pas aussi simple de dire, on va juste changer de catégorie de poids. Pas dans ce que tu fais. Hein, mais tu sais, il faut vraiment comme... C'est pas juste changer de poids puis être plus lourde, c'est aussi, la masse musculaire doit venir avec. Fait qu'il y a un certain travail de, OK, il faut prendre une masse musculaire, devenir plus forte dans le gym pour être capable de soulever des filles qui sont plus lourde parce que je suis plus lourde moi aussi. Fait que c'est tout un travail. Puis, c'est une nouvelle fille, mon judo a dû s'adapter aussi parce que je suis considérée petite pour les 63 kilos. Ah oui? Donc, je me battais souvent, j'étais dans la moyenne de taille. Fait que là, toutes mes techniques ont dû être adaptées. Fait que ça a vraiment été un travail de plusieurs années. Puis, le déclencheur qui a fait que j'ai décidé de changer de calorie de poids, c'est une journée, je suis arrivée dans le bureau de Jodie. Puis j'ai dit, est-ce que tu penses que ça serait possible que je reste 57 kilos puis je sois heureuse? Une question. Wow, la question existentielle. Puis elle m'a dit non. Puis elle m'a dit, on va en discuter, on va faire les pour puis les contre de rester 57 kilos puis de monter 63 kilos. Puis on a fait, vraiment visuel sur un tableau. Puis, les pour de rester 57 kilos, c'était mon confort, ma sécurité, que je savais que j'avais déjà été comme capable de performer dans cette catégorie-là. Puis les contre de 63 kilos, c'était l'inconnu. La peur du jugement. La peur de l'inconnu, la peur du jugement, la peur de ne pas performer. Mais c'est toutes des choses que, des fois, tu fais des idées sur le monde va me juger, le monde va me dire que j'ai pris du poids. Je suis comme, puis une des choses que j'ai écrit, il faudrait que je me rachète du linge.
Puis, On rit, mais ouais. mais tu sais, ça fait Ça fait partie. toujours Oui. partie des C'est tout, points, oui, tout à fait. oui, oui. Ouais, C'est comment un je changement parais. d'identité, c'est ça, tu dois te réapproprier. Puis c'était juste... Ton image, Mais ton 57, il corps. y avait tellement de négatifs, là. Mais si tu as posé la question, Catherine, c'est parce que tu étais rendue prête. Ouais. Si tu n'avais pas posé la question, est-ce que tu penses que je peux être heureuse à 57 kilos? Mais Tu n'étais tu sais, pas prête à entendre la réponse, tu n'aurais pas posé la Tu sais, question. ce cheminement-là, là, a pris 8 mois. Oui. Puis après ce cheminement-là, c'était pas fini, là. Ça a Ben, pris 2 ans comme tu as dit. de guérir de mon trouble alimentaire. Je continue à avoir Jody, je continue à avoir Alexia, de comprendre en 63 kilos, même si c'est dans une nouvelle catégorie de poids, il fallait quand même que je continue à gérer un poids qui était plus haut, plus confortable, Ouais. mais il fallait quand même que je joue avec mon poids, que je continue à me peser, que c'est je beaucoup continue. de travail. Fait que c'était... C'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est le beau lien thérapeutique Ouais. avec Alexia, avec Julie. Tu sais, tu faisais confiance, tu étais ouverte. Je trouve ça... c'est important, le lien thérapeutique, Mais je pense que c'est quand on est Dans un trouble. dans un trouble alimentaire. Là. tellement... Il y en a qui réussissent à sortir sans lien thérapeutique, mais la plupart des histoires qu'on entend, surtout quand le trouble a été plus sévère, c'est qu'il y a eu un lien thérapeutique. Tu sais, on le dit toujours, nous, si vous avez un trouble alimentaire, votre proche, puis c'est sérieux, il faut aller chercher de l'aide. Ouais. Puis là, on l'entend à quel point c'est bénéfique. Parce que, tu sais, toi, tu étais prêt à faire le travail, mais c'est comme... C'est ça, t'es un athlète, ça te prend du coaching. L'encadrer. Puis là, le trouble alimentaire, c'est un ennemi coriace. Faut que tu ailles les bons coachs pour l'affronter. Là, Ouais. c'est Puis, un peu tu ça. sais, je pense que t'en parles souvent quand même, tu sais, comment le détecter tôt, puis en prendre soin avant que ça devienne un trop gros trouble. Puis je pense que c'est ça qui a aidé à ce que je continue à rester dans le sport. Ah, t'as jamais arrêté. Jamais arrêté. Puis c'est qu'on l'a détecté, puis on l'a travaillé pendant que je faisais mon sport. Et non, on n'a pas attendu à ce que tu prennes ta retraite, puis qu'on va dealer avec ça Ouais. après. Là. C'est là la différence entre des athlètes qui terminent leur carrière précocement, qui n'ont pas eu nécessairement la chance de tomber, d'avoir une équipe ou d'avoir la bonne équipe. Il y a souvent cette pensée magique-là de dire quand je vais prendre ma retraite, le trouble alimentaire va disparaître. Et ce n'est pas le cas. Puis il y a beaucoup d'athlètes, malheureusement, qui s'expriment haut et fort dans les médias en disant on n'a jamais, on m'a jamais apporté d'aide par rapport à mon trouble alimentaire, on m'a encouragé à perdre du poids. Il y a beaucoup de dénonciations qui ont été faites par des athlètes qui étaient de niveau olympique ou qui ont même gagné des médailles en disant je me donnerais ma médaille, dans le fond, si j'avais su que ça m'amènerait à maintenir, à garder mon trouble alimentaire après ma retraite. Je suis pas... En sachant les ravages que le trouble alimentaire fait, autant émotif que sur le corps, je peux comprendre qu'ils disent quelque chose comme ça. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, justement, ton approche au niveau de... Puis on n'est pas là pour lancer la boîte à personne, là, parce qu'on est là pour faire de la sensibilisation et de l'éducation. Donc, quelle est l'approche par rapport à dans le milieu, au niveau du sport, justement, quand tu parles à des coachs, ils n'ont pas nécessairement tous l'ouverture que le tien avait, Catherine. Comment vous travaillez avec eux? L'éducation, dans la mesure où l'entraîneur, la grande majorité des entraîneurs veulent le bien de leur athlète. Hein? Fait qu'il n'y a pas d'entraîneur qui va être malicieux, qui va chercher volontairement à faire mal à son athlète, dans la très, très grande majorité des cas. Donc, souvent, c'est juste, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, puis les entraîneurs, c'est souvent des anciens athlètes. Donc, ils ont été coachés d'une certaine façon, puis ils reproduisent la même chose aussi. Puis je pense, entre le temps où, toi, tu avais 15 ans, puis que tu s'étais mal fait aussi accompagner, et 20-25, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été amenées au milieu sportif, en fait, aussi. Les entraîneurs ont accès à beaucoup plus de formation en nutrition. Nous, on essaie de former beaucoup en troubles alimentaires, aussi les entraîneurs. L'ouverture est-elle là? Ou par rapport aux troubles alimentaires? Mais en fait, je fais beaucoup de groupes de mentorat. Fait que c'est des petits groupes d'entraîneurs. Fait qu'ils sont moins que 10. Puis on a plusieurs séances, on aborde des thèmes. Puis on a des super belles réflexions avec les entraîneurs. Il y a beaucoup d'ouverture. Puis je pense que c'est très humblement de dire, c'est comme moi, comme nutritionniste, j'en ai fait des erreurs au début de ma carrière. Ça fait 20 ans cette année que je pratique. Puis au début, c'est sûr, comme jeune nutritionniste, tu veux faire n'importe quoi que les athlètes te demandent. Fait que s'ils viennent pour une perte de poids, tu vas les aider à perdre du poids, sans trop réfléchir nécessairement à dire, OK, est-ce que c'est vraiment le mieux pour l'athlète ou est-ce qu'il y a des préoccupations, etc. Fait que je pense que c'est aussi d'avoir cette approche-là, de dire, j'ai moi-même évolué comme professionnel. Fait qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont aussi reconnaître, au début de ma pratique d'entraîneur, j'avais des pratiques qui étaient justement moins optimales ou moins
bienveillante. Puis maintenant, tu sais, à ce jour, je suis prête à faire évoluer les choses puis à changer aussi. Parce que là, tu l'as vu sur le terrain aussi. Fait Ouais. En pratiquant, c'est comme nutritionniste, comme entraîneur, tu peux voir aussi que des fois, c'est sur les interventions. Bon, peut-être qu'ils ont lieu de s'améliorer ou de se gérer. Mais toi aussi, Josée, comme qui œuvre dans les troubles alimentaires depuis des années et des années, puis on en a eu des témoignages, beaucoup d'athlètes. Je pense qu'il y a une ouverture maintenant. On en parle plus de le possible danger des troubles alimentaires au niveau du sport de haut niveau, puis du Oui. sport en général. Absolument. Puis, on a beaucoup d'appels, nous autres, d'écoles qui font des sports-études. Ah oui? Oui. Parce que là, déjà, ils voient certains enjeux chez les jeunes, fait qu'ils veulent avoir des conférences. Donc, j'imagine que toi aussi, tu es appelé dans ce domaine-là, là, dans les écoles. On sait que la puberté, la croissance, c'est vraiment une période à risque. Exact. Puis, ben, je pense que les jeunes d'aujourd'hui aussi, avec les réseaux sociaux, c'est différent. On n'a pas les mêmes enjeux qu'on avait aussi. Non. Je travaille à l'École supérieure de ballet du Québec. Le ballet, oui. Ça, c'est un Mais endroit. on a décidé il y a quelques années avec l'équipe de direction de faire en sorte que les troubles alimentaires, c'était pas un tabou, que ça allait être traité de la Bravo. même façon, en fait, que des problèmes plus physiques, les blessures. Donc, on a mis un système sur pied de prévention, d'éducation, puis on voit vraiment, vraiment la différence. Je fais des ateliers combinés aussi avec une consultante en performance mentale où on va comme aborder plein de sujets qui sont connexes à la nutrition puis à la psycho. Puis honnêtement, c'est comme notre petit laboratoire parce que on a une école, ben, c'est un sport-études. Oui, mais On fait des conférences, là, puis, d'ailleurs. Ah oui, hein? Oui. puis J'adore justement, entendre ça. on voit, on a vraiment vu en quelques années le dépistage plus rapide, les interventions plus justement rapides aussi. On embarque avec les parents, on veut que les parents nous supportent là-dedans. Puis honnêtement, on a vu des grandes différences. Mais vous enlevez les tabous. Ouais. Quand tu t'en permets d'en parler, j'aime beaucoup ce que tu as dit, l'analogie. On le traite comme une blessure physique parce que ça devient des blessures et ça va te causer des blessures physiques, le trouble alimentaire. De pouvoir le traiter comme ça l'enlève tout le côté je veux pas être étiqueté, trouble de santé mentale. C'est de dire, regarde, c'est un trouble comme un autre, c'est un problème qui peut arriver comme un autre, puis vous permettez aux gens d'en parler et de l'aborder dès qu'ils peuvent voir une problématique. Des signes. Ça, c'est ce qu'on n'entendait pas avant. C'était pas quelque chose qui était abordé, donc. Puis étonnamment, ce qu'on a le plus vu, c'est des danseurs qui vont venir nous parler quand ils sont inquiets pour leurs amis. Parce que souvent, c'est... Tu sais, quand on en parle moins, c'est comme « Ah, mais non, on veut préserver, on veut pas le dire, ou j'ai des confidences, puis là, j'ai pas le droit d'aller en parler Mais à un quand ils sont adulte. » très inquiets, là, ils commencent à en parler. Puis ça, en termes de prévention, c'est super parce que dépendamment des milieux sportifs, mais ça reste encore parfois des environnements où tu sais, tout le monde le sait, il y a tel athlète qui a des problèmes, il y a personne, c'est un peu l'omerta du silence, Ouais. là, il y a personne qui dit rien. Puis ce qu'on sait malheureusement, c'est qu'au sein d'une même équipe sportive, le trouble alimentaire va avoir un effet de domino. Fait que Jodie et moi, des fois, on a été appelés par des fédés sportives en disant OK, on avait un couple, on en a 5, 6, 7 au sein d'une Vrai, même c'est pas équipe. mentionné, ça. Ouais. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on vient un peu à la lune de miel où l'athlète, initialement, avec la restriction, va, oui, perdre un peu de poids. Ça peut, dans certains cas, améliorer sa performance, mais c'est surtout, des fois, il va avoir plus d'attention de son entraîneur, il va se sentir Les plus compliments, confiant, il va avoir des compliments, un petit peu Là, comme les des choses autres qu'on voit dans veulent l'organisation avoir ça, générale. les autres Mais athlètes qui voient ça. veulent ça. des équipes sportives, c'est comme des mini-communautés aussi. Hein? Ouais. Donc, ça a rapidement un effet, malheureusement, domino. Puis, je voulais aussi qu'on aborde, là, comme on parle d'équipe sportive, parce qu'on a parlé du ballet, ben là, on parle, c'est sûr, avec Judo. Catherine du judo, mais ça touche les sports qui sont surtout, tu sais, avec une majorité masculine aussi, ça touche les athlètes masculins. C'est pas, puis on le dit toujours, hein, le trouble alimentaire, c'est parce que c'est encore stéréotypé jeunes, filles de milieu, mais c'est pas vrai. On ne discrimine pas. Ça discrimine pas, exactement. Puis, Josée, avant d'entrer le début de l'enregistrement, on parlait justement, entre autres, dans le milieu des hockey. On a reçu... Si vous voulez peut-être partager, qu'est-ce que vous avez vu dans des milieux qu'on ne penserait pas que le trouble alimentaire n'est nécessairement présent? Oui, je peux commencer. En fait, ce que moi, je vois dans ma pratique, c'est des sports comme le hockey ou le soccer où une masse corporelle des fois plus élevée peut être intéressante justement pour le sport. Puis, on a des athlètes masculins qui vont être hyper préoccupés, surtout par la qualité de leur alimentation.
puis qui finissent par perdre du poids dû à la rigidité, en fait, alimentaire. Donc, ce qu'on appelle l'orthorexie, qui commence avec une volonté de vouloir manger sainement, puis c'est salué dans la société. Fait que là, je mange pas de ci, mais ça devient tellement restrictif que c'est une pente glissante. Souvent, ça va devenir une anorexie parce qu'ils vont s'empêcher d'aller au restaurant, parce que ça ne peuvent pas contrôler absolument la qualité des ingrédients. On va s'empêcher d'aller manger chez des amis ou même apporter notre propre nourriture. Puis que la peur intense, dans le fond, par rapport au gain de poids, va être présente. C'est souvent... Exact. Non, c'est correct, ça ne me dérange pas de prendre du poids, mais quand on arrive dans le concret des choses, souvent, on voit que c'est quand même une peur qui est vraiment présente. Fait que ça, tu as vu ça dans des endroits où le hockey, le soccer, ou est-ce qu'il y a la bigorexie aussi qu'on voit peut-être chez, je ne sais pas si c'est vu beaucoup au niveau des athlètes professionnels, mais les jeunes qui commencent à s'entraîner, souvent c'est des jeunes gars aussi, à l'âge où est-ce qu'ils vont au gym, là, on parle de 16-17 ans, puis là, ils veulent prendre la masse musculaire, mais ils vont se tourner vers qu'on appelle ça des suppléments. Des suppléments peut-être douteux, c'est ça. justement, parce qu'ils ne sont pas... Puis là, en se privant de ci, de ça, et puis exemple, malheureusement aussi, ils suivent peut-être des fois des modèles sur les réseaux sociaux qui sont pas... qui vont donner beaucoup d'informations, mais avec très peu de science derrière tout ça. S'improvise. Ouais, mais vous, toi, comme nutritionniste certifié, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Cette tendance-là aussi à suivre? Il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils de nutrition pour l'entraînement. Je pense que ces gens-là ont une influence plus grande chez les athlètes qui ont moins de soutien. Oui. Tu sais, un plus haut niveau, C'est il y pas a le tellement niveau, d'encadrement. Les athlètes ont tellement peur de tester positif à un test de dopage qu'ils ne vont pas prendre de suppléments justement s'il n'a pas été certifié par une tierce partie. Fait que je pense que les jeunes, les ados sont probablement plus à risque d'être influencés par ces gens-là. Mais encore une fois, je pense que je suis une maman aussi, hein, fait que je le vois aussi, l'impact des réseaux sociaux, l'espèce d'attirance là, que les jeunes ont envers les vidéos. Puis c'est d'éduquer, hein, parce que si on interdit, on sait qu'ils vont le faire en cachette. Hein, oui, effectivement. Puis je reviens un peu à l'école de ballet, parce que c'est là que j'ai le plus de proximité avec des jeunes. Puis c'est ce qu'on fait. On les fait réfléchir, comment ils se sentent quand ils sont exposés à différents contenus, comment justement faire la différence entre du contenu qui est basé sur la science ou pas. C'est des gens qui sont souvent très, très, très convaincants. Mais c'est bien dit. Très convaincant. Puis encore une fois, c'est comme ils vendent du rêve, un peu comme la loto. Ça va tout. C'est que dans le sens que des corps, puis peut-être des fois même c'est même retouché, mais tu sais, un corps parfait, une vie parfaite, puis tout avec des changements de ton alimentation. C'est toujours un peu la pilule magique. Oui, si tu fais ça, ça va arriver. Exact. Puis souvent, c'est tout le temps comme, il faut que tu prennes ça avec un grain de sel. Là. Dès que tu vas arrêter ce type de diète-là, tu vas revenir un peu à ce que tu faisais avant, tu vas reprendre ton poids, etc. Puis c'est là que ça commence un peu des fois les diètes yo-yo. Puis j'aimais ça que tu as précisé, mais tu sais, les personnes qui sont plus encadrées, on le voit moins. Puis, tu sais, ça m'a fait réfléchir. Moi, j'avais tendance des fois à avoir des affaires. Puis la première chose que je faisais, j'allais voir ma nutritionniste avec ça. Pour valider. Puis, tu sais, soit avec toi ou Catherine Nolot, mon nutritionniste avec qui j'ai travaillé, tu sais, j'apportais, puis j'étais comme, tu sais, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, on avait une discussion ouverte sur le sujet de ce type de diète-là ou ce type. Puis là, ça me faisait réfléchir, OK, non, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est bon. Mais, tu sais, même moi, avec mon expérience, puis ça m'influence pareil. Fait que je peux pas imaginer quelqu'un qui a aucun support alentour d'eux, comment ça peut être très tentant. Donc, pas personne pour aller valider, c'est ça. Mais de là, de l'importance d'être bien encadré. Puis même si vous n'êtes pas un athlète de haut niveau, de valider, pas prendre tout ce qu'on lit. C'est vraiment important de voir qu'est-ce qui est derrière la science. On peut pas tout s'improviser. On n'est pas des nutritionnistes, là. C'est chacun sa spécialité, puis c'est une spécialité en soi. Puis de toute façon, n'importe quelle tendance, on se dirait, au niveau de la nutrition extrême, tu devrais toujours te poser des questions. C'est rare. Toi, Catherine, tu as écrit ton livre, on va le montrer, « Nourrir son corps. Comment la nutrition m'a finalement permis de performer aux Jeux de Tokyo 2020. » Puis là, d'ailleurs, tu peux-tu nous montrer ta médaille qui est quand même... Bravo! Wow! Mon petit bébé. Je le transporte dans un bas rouge. En fait, il y a beaucoup d'efforts, mais aussi, il doit y avoir beaucoup de fierté derrière cette médaille. Parce que toi, justement, c'est tout ton cheminement, le travail énorme que tu as fait pour surmonter ton trouble alimentaire. Puis là, maintenant, comment la nutrition, tu sembles avoir retrouvé une relation saine avec la nutrition. Encore, tu veux-tu nous en parler? Quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai changé de calories de poids, ça s'est pas réglé du jour au lendemain.
jusqu'au début de la pandémie, en fait, je travaillais encore avec Jody puis Alexia, puis pour m'assurer d'avoir un bon suivi, puis de retrouver un équilibre là-dedans. Et, tu sais, au début, j'étais complètement déconnectée de mon corps. Je mangeais beaucoup. J'avais trop eu à manger pour perdre du poids. Fait que dans ma tête, il fallait que je fasse du sport pour manger. J'avais pas le droit de manger. Fait que juste manger pour manger. Réapprendre, puis toutes ces affaires-là, puis de la connexion avec mon corps, c'est qu'est-ce qui m'a le plus aidé, là. De savoir à reconnecter à quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, les signaux, écouter plus mon corps. Tu sais, ça a été compliqué. Puis il y a eu beaucoup, ça, je le tiens à préciser, beaucoup de rechutes. Dans le sens que... Ah, c'est bon que tu le précises. Je suis désolée de l'entendre, mais en même temps, ça fait partie du rétablissement du trouble alimentaire, non? Puis il y a beaucoup de moments, tu sais, j'ai recommencé à faire de la boulimie après les compétitions. Comment ça te faisait sentir? À faire. Puis, tu sais, il y a un moment que je me souviens, j'avais tellement mangé, puis j'avais appelé Alexa, puis le lendemain, on s'était rencontrés pour parler de comment je me sentais, pourquoi j'avais mangé autant, qu'est-ce qui avait déclenché ça. Tu sais, c'est beaucoup relié à l'émotionnel. Souvent, quand j'avais une contre-performance, je me réfugiais dans la nourriture, puis là, je prenais du poids. Ou des fois, quand je commençais à prendre du poids de plus en plus, c'était souvent relié justement à quelque chose d'émotionnel ou quelque chose où je me reposais pas assez, puis j'étais fatiguée. Fait que là, tu pu faire un lien là-dessus. Fait que là, c'était plein de liens à faire. Puis c'était à chaque fois que j'avais une rechute, c'est pas j'ai échoué, c'est que je me suis outillée et maintenant je suis capable de prendre ces outils-là pour, pouvoir me relever de ça. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, c'est pas simple gérer un poids. Même encore aujourd'hui, des fois, tu sais, je reviens de vacances ou je suis plus lourde que je suis censée être. Puis là, je suis comme, il faut pas que je rentre en mode panique parce que ça, c'est le pire. Quand tu rentres en mode panique puis tu commences à faire, OK, non, il faut que je coupe tout de suite. Tu prends pas les bonnes décisions. C'est, OK, on va y aller tranquillement, on va écouter mon corps, on va y aller d'une façon saine pour perdre du poids sainement. Puis c'est beaucoup de ça que j'aborde dans mon livre, tu sais, c'est comment perdre du poids sainement, comment choisir une calorie de poids, puis, tu sais, justement, d'être comment toi, tu dois être confortable là-dedans. Tu sais, je parle beaucoup de mon expérience, puis les erreurs que j'ai faites. Puis j'en fais encore aujourd'hui. Tu sais, je suis pas parfaite. Mais t'es mieux outillée. Ouais, tu as les outils. Tu as les outils. Puis c'est bien parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a eu un recadrement, tes rechutes. Tu sais, juste la façon de changer notre discours mental. Au lieu de dire c'est pas une rechute, c'est comme je reprends un recul, je me réoutille. C'est ça, hein? Vous devez travailler ça au niveau de... Puis je le dis toujours aux athlètes, quand ça va super bien, je dis, je veux pas être pessimiste, mais ça se peut, puis ça va être correct si il y a des périodes où c'est plus difficile. Puis c'est comme Catherine, je souriais parce que c'était exactement ça. Tu sais, c'est des situations d'apprentissage. Fait que c'est justement d'avoir un recul sur la situation puis de dire, OK, mais qu'est-ce qui m'a amené? Comme qu'est-ce qui est venu me déclencher? Pourquoi mes préoccupations ont été comme alimentées à ce moment-là? Pourquoi j'ai vécu de l'anxiété? Puis c'est vraiment, tu sais, encore une fois, on a nos pensées, nos comportements, puis de pouvoir dissocier les deux à ce moment-là aussi. Mais vraiment, je pense de normaliser le fait que c'est normal dans un contexte de rétablissement dans des périodes plus difficiles. Puis c'est, comme je dis, je montre souvent comme un graphique. On revient pas en arrière. Hein? Fait que la ligne, dans le fond, elle continue à progresser vers l'avant. Puis même si on descend un peu vers le bas puis que c'est plus difficile, on revient pas en arrière. C'est une progression. Ouais. On avait fait l'analogie avec les briques. Oui, que moi, tu m'avais dit quand on s'était rencontrés, Josée, qui m'est toujours restée. Une brique. Tu bâtis une brique à la fois, puis c'est pas parce que tu as une rechute que là, tu recommences en bas des briques. Là. On approche du moment de la fin. Josée, as-tu un point que tu voulais qu'on touche, qu'on n'aurait pas touché dans notre conversation ou que tu voulais peut-être ajouter un commentaire? Qu'est-ce que vous diriez aux proches qui nous écoutent dans ce moment? Ah ben oui, ça, c'est sûr. Bon point. Par rapport s'ils ont des jeunes qui aspirent à être un athlète olympique ou de haut niveau. Une approche humaine, vraiment plus axée sur la compréhension et non le jugement. Je pense que c'est ça qui fait une grande différence. C'est ça que j'ai senti quand moi, j'étais pognée dans mon trouble en 57 kilos. C'est vraiment, on m'a pris par la main puis on m'a suivi et non, on m'a pas obligé de changer de calorie de poids. Parce que ça peut paraître logique, je pense qu'on en parlait tantôt, mais vraiment cette approche-là de comprendre l'autre, qu'est-ce qu'elle vit. Puis, c'est peut-être pas logique pour toi, mais elle oui. Ouais. Fait que c'est cette compréhension-là en arrière. Bien dit. Prendre par la main, pas tirer. Ouais, c'est ça. Ouais,
Alexia? Je pense que ma réponse, ça serait différente si on parle de parents qui ont un enfant qui ont un trouble alimentaire ou un enfant qui n'a pas de trouble alimentaire, mais qui veut justement graviter dans le milieu de la haute performance. Donc, dans un contexte où il n'y a pas de trouble alimentaire, bien, je pense que c'est de se faire confiance. Comme parent, on parle souvent de gut feeling, mais vous allez sentir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec votre enfant et c'est souvent pas ou ça ne devrait pas être normalisé dans le contexte de la performance. Fait qu'on parle toujours des signes et symptômes plus précurseurs, mais si on voit que autant le comportement de l'enfant change, beaucoup plus d'anxiété, si on semble de voir qu'il est déprimé, s'il devient beaucoup plus rigide dans sa façon de penser, dans ses comportements alimentaires, évidemment, tous les comportements plus de restriction aussi. Comme je dis aux parents, c'est pas parce qu'on est un athlète ou qu'on veut performer qu'on devrait être rigide au niveau alimentaire, qu'on ne devrait plus s'accorder de flexibilité. Fait que je pense que d'observer tous ces changements-là, c'est super important parce que souvent, les gens viennent nous consulter après, puis ça fait des mois qu'ils ont vu des choses, mais ils disent « Ah, c'est peut-être normal » ou « Je veux pas nuire, dans le fond. » T'as raison, il y a une petite voix. Dès que tu commences à avoir un petit doute, là, t'es mieux de consulter pour pas prendre de chance. Au pire, parce que souvent, les gens vont dire « Ah, mais c'était pas assez grave pour que je consulte. » Ben non, il n'y a pas de moment, dans le fond, où fait que souvent, juste d'être accompagné dès le départ, ça fait une grande différence. Puis, mes recommandations pour les parents, je pense qu'ils soutiennent un enfant athlète qui a un trouble alimentaire. Bien, ça revient, même message que Catherine, je pense, être dans la bienveillance aussi. Puis, vraiment d'avoir du recul puis de comprendre que, bien, comme on le disait tantôt, ça a amené peut-être beaucoup de positifs. Puis c'est de valider l'expérience vécue, je pense, par l'enfant aussi dans ce processus-là, puis de l'accompagner dans le processus sans jugement. C'est souvent, les enfants vivent énormément de culpabilité envers leurs parents, envers tout ce qu'ils leur font vivre. Puis souvent, bien, je travaille beaucoup avec les familles, puis c'est ce que je leur dis. Je dis, dans quelques années, là, ça va vous avoir soudé cette expérience-là plutôt que l'inverse. Oui. Il y a toujours du bon à ressortir. En tout cas, ça nous fait grandir, puis on apprend beaucoup à travers c'est une épreuve, mais c'est ça, on se retrouve tous de l'autre côté plus outillés. Un énorme merci, vraiment, de nous avoir permis aussi d'avoir une incursion dans un monde du sport de très haut niveau, du sport olympique, même où est-ce qu'on a peu la chance d'avoir ces discussions-là. Merci, Catherine Beauchemin-Pinard. Bravo pour ta médaille. Merci. Bravo pour ton parcours. Puis aussi, moi, je te dirais un bravo tout particulier de parler de ton trouble alimentaire ouvertement, la sensibilisation, parce que tu as un impact, c'est sûr, auprès des jeunes. Tu fais la différence pour des gens. Un jour, on dit « Ah, Catherine, je t'ai entendu. » Puis, tu sais, ça m'a aidé à recadrer. Alors, merci énormément. Même chose. Ça avec la campagne des bas. Oui, c'est vrai, en plus. Mon bébé. La campagne des bas. Alors, elle traîne sa médaille dans un bas. Alors, merci pour ton implication. Merci de l'invitation. Plaisir. Puis merci à toi, Alexia Demacar, aussi pour, même chose, un rôle, dans le fond, de sensibilisation dans le domaine du sport. Je peux juste imaginer les gens qui ont la chance de croiser ton parcours, qui ont pu se sortir d'un trouble alimentaire, puis aujourd'hui, qui ont un sourire aussi rayonnant que celui de Catherine. Alors, merci énormément à vous deux. Je remercie aussi toujours les proches de prendre le temps de ce temps-là pour nous écouter. Quand on s'outille par rapport à la maladie, mieux comprendre un trouble alimentaire, bien, premièrement, on se fait du bien, on se donne du contrôle dans des situations où des fois, on a l'impression qu'on n'en a pas. Puis ça nous aide également à supporter notre proche. Alors, bravo à vous de prendre ce moment-là pour nous écouter. Alors, notre prochain épisode, on va partager avec quelqu'un, une jeune femme qui se bat avec un trouble alimentaire depuis plusieurs années. Des fois, malheureusement, le trouble alimentaire s'étend dans le temps et on va échanger avec elle pour voir les impacts que ça peut avoir. On vous dit à bientôt. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne atteinte d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, un service de clavardage, de texto et des groupes de soutien conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com.